Je n'ai pas connu Jimi Hendrix de son vivant, mais ce guitariste a eu une influence énorme, une influence gigantesque, l'influence absolue sur mon jeu et ma carrière. Je ne l'ai pas connu parce qu'en fait il est mort en 1970 et en 1970 j'étais dans les prémices de la guitare, mais je n'étais pas encore à la découverte de tout cet univers de musique psychédélique et autres rock et hard rock que j'ai suivi ensuite. N'oublie pas de t'abonner, mettre un pouce pour l'encouragement à la chose, et dans tout ça je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé, l'influence absolue de Jimi Hendrix sur mon jeu et ma carrière. Alors l'historique vite fait, un jeune de Seattle qui est né dans les années 40, 42 je crois, voilà, élevé par son père, parce que la maman elle était partie, donc élevé uniquement par son père qui s'appelait James, ensuite il s'appelait Jimi Hendrix, donc il a pris le nom de son père. Bon bref, il est jeune, il est à Seattle, et bien sûr très jeune, il commence la guitare comme un fou, il est passionné de blues surtout, et il va commencer bien sûr à faire parler de lui dans le quartier et autres, vu qu'il a quand même déjà un sacré talent, et très jeune déjà, il va jouer dans beaucoup de groupes, notamment des groupes bien sûr de black principalement, mais de rhythm and blues et de bonne musique de rock and roll, puisqu'il va jouer avec monsieur Little Richard. D'ailleurs la petite anecdote, d'après ce que je sais, c'est que Little Richard l'a viré, parce que Jimi Hendrix, il est joué non seulement très bien, mais il avait une attitude sur scène qui était géniale. Il bougeait de tous les côtés, il jouait avec un jeu de scène énorme, et donc ça faisait de l'ombre à monsieur Little Richard. Monsieur Jimi Hendrix continue de jouer, il commence à former un groupe, et il se retrouve à jouer au café Wha à New York, dans le village. Et là, il jouait, bien sûr, chaque fois qu'il jouait, c'était démesuré, sa façon de jouer, son son, son attitude, tout était énorme déjà, incandescent déjà. Et donc il y a la copine, enfin la petite amie de Chris Richard, qui le voit sur scène et qui prend une gifle énorme et qui en parle à un de ses amis qui n'est autre que Chas Chandler. Et Chas Chandler, c'est le bassiste des Animals. Les Animals, avec monsieur Eric Burdon qui ont composé The House of the Rising Sun. J'aurais dû le mettre comme une petite phrase, comme une petite question. Ça. Bref, donc Chas Chandler, lui, il produit aussi. Il est bassiste, mais il produit. Et il a une idée en tête, une idée, une sacrée idée. C'est qu'il veut prendre une vieille chanson qui s'appelle Hey Joe de monsieur Billy Roberts. Et il veut faire un tube avec ça. Il est persuadé que ça va marcher, mais il lui faut quelqu'un pour le faire, pour l'arranger. Psychédélique moderne, parce que le morceau date déjà un peu. Et bien sûr, quand elle lui présente Jimi Hendrix, il se dit c'est lui qui va faire Hey Joe. Et bien sûr, c'est monsieur Jimi Hendrix qui fait Hey Joe à sa façon et qui fait un tube en 1967, tube énorme. Hey Joe, ça le fera venir partout dans le monde quand on a fait un tube comme ça, notamment en première partie de monsieur Johnny Hallyday qu'il avait pris, c'était Johnny qui l'avait pris en première partie à l'Olympia. Donc il va jouer partout, et notamment le guitariste Brian Jones des Stones va l'amener sur scène au festival de Monterey. Et là il déchire tout, Jimi Hendrix, il déchire tout. Il va jusqu'à même asperger sa guitare d'essence sur scène et la faire brûler, de la faire voler dans le public en offrande. Pour lui, ça voulait dire que cette guitare, elle avait tout donné, elle avait plus à donner à d'autres personnes. C'était son interprétation. Bon, enfin bref. Donc, voilà, la première fois que j'ai entendu parler d'Hendrix, c'était bien sûr à Woodstock. Je l'avais vu faire tout ça, comme j'ai mentionné dans le Woodstock 1 et le Woodstock 2. Et bien sûr, il m'avait beaucoup impressionné, mais c'était resté là. Mais quand j'ai commencé mes premiers accords de la guitare, je ne touchais pas. Je touchais pas à Hendrix. J'écoutais, j'essayais de comprendre. Et au début, j'avais des 45 tours, des petits 45 tours, avec Stone Free, Crosstown Traffic, mais ça me paraissait tellement compliqué cette musique, avec plein d'arrangements. J'y touchais pas, c'était... Et finalement, ça me touchait pas non plus tellement, parce que c'était très psychédélique, j'avais du mal. Jusqu'à ce que je découvre le fameux album qui est là, In the West, Hendrix in the West, que je ne savais même pas d'où il sortait cet album. En fait, cet album, c'est un concert de Jimi Hendrix, un des meilleurs, pour dire live, sur scène. Il reprend un titre qui s'appelle Johnny B. Good de Monsieur Chuck Berry, avec une version complètement folle.
mon interprétation un peu, c'est pas tout à fait comme lui, mais c'est dans l'esprit. Voilà, et je vois ce Johnny B. Goode d'Hendrix, je l'avais vu au cinéma aussi, ça, au cinéma à Montpellier, dans un cinéma, ça s'appelait Jimmy Plays Berkeley. Donc dans ce film, il y a ça, il y a d'autres morceaux aussi, qui seront d'ailleurs, c'était un peu le boxon à ce temps-là dans les disques. Il y avait des disques avec des versions d'Hendrix sur des albums qui en fait appartenaient à notre concert. Ça a été c'était un peu n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai découvert que par exemple, un des morceaux énormes d'Hendrix que pas beaucoup de gens le connaissent, enfin qui n'est pas autant un tube, c'est le morceau Hear My Train Coming, qui est sur le Jimmy Play Berkeley, qui est vraiment dans le concert, mais qui est sorti sur l'album Rainbow Bridge. Alors que dans Rainbow Bridge, il le joue aussi, mais c'est pas la même version. Bref, mais cet album In the West, je t'invite à aller voir ça, In the West, Hendrix. Il y a Johnny B. Goode, version énorme, 6 solos dessus, alors que je crois qu'il y en a 2 maximum, et puis c'est pas les mêmes. Et il y a Red House. Et oui, Red House, c'est le blues qui part comme ça, qui crescendo et après qui se calme. Énorme version, ça aussi ça m'a beaucoup influencé. L'influence absolue, ça c'est sûr. Et bien sûr aussi, nous avons le fameux. Et nous avons un autre morceau, une reprise aussi des Beatles, Sgt. Pepper's. Bon, je suis moins fan. Mais bon, cet album, il y a 4 ou 5 morceaux qui sont gigantesques. Donc voilà, il faut aller voir absolument. D'ailleurs, peux-tu me citer des reprises qu'a fait Hendrix aussi? Il en a fait d'autres, hein. Il n'a pas fait que celle-là. Donc, quelle reprise a fait Hendrix? Eh oui, il a fait quand même une carrière assez courte, vu que Hendrix a été connu en 67 avec Hey Joe, ensuite 68, 69, enfin 67, il a fait 2 albums, Are You Experienced, puis il y a Hey Joe, l'autre juste après, c'était Axis Boldest Love, où il y a aussi magnifique morceau aussi, The Wind Cries Mary, entre autres, et ensuite 1968, Electric Ladyland avec Voodoo Child.
Electric Lady aussi, grand morceau, Voodoo Child, entre autres, hein, avec 2 Voodoo Child, il y en a un qui est blues et l'autre qui est un peu psychédélique. Bien sûr, après Woodstock et, comme j'avais dit, ce Villanova Junction, qui est une impro, un blues mineur magnifique. Voilà, donc il y a eu ce Woodstock. Après, il y a eu beaucoup d'albums live, hein, notamment Rainbow Bridge, comme j'ai dit, In the West, tout ça. Mais après Woodstock, il y a eu Lil the White, avec une version assez cocasse, qui est pas mal du tout, de All Along the Watchtower. Ensuite, M. Hendrix, le 18 septembre 1970, est mort. Donc carrière très courte. 3 albums uniquement en studio. Et après beaucoup de live, beaucoup de choses qui sont sorties. Après sa mort, hein, beaucoup de choses où je me suis demandé si c'était vraiment lui qui avait joué sur les albums. Voilà, mais la grosse influence, en fait, ça a été ces solos qu'il a fait, qui partaient comme ça, qui étaient vraiment, qui étaient amenés avec beaucoup de notes légères au début, après ça s'énervait un peu, puis jusqu'à aller très très haut, comme dans Yama Train Coming, le solo, c'est surtout là-dedans. Après, bien sûr, j'ai travaillé les plans pentatoniques, les plans un peu, les tirés, le jeu aussi, avec les doubles stops et tout ça. Tout ça, ça m'a influencé, c'est normal, une grosse influence. Mais le plus qui m'a influencé, en fait, c'est vraiment l'impro. Et ce qu'il en a fait, c'était ce qui m'intéressait le plus dans Jimi Hendrix. Et c'est vrai que c'était beaucoup de feeling et de... Bon, mis à part qu'il prenait peut-être un peu des choses, mais je pense qu'il jouait quand même assez propre sur scène, malgré ce qu'on dit. Parce que bon, quand on prend des choses, je sais pas si il y en a qui l'ont fait... Enfin, il y a beaucoup de musiciens qui le font encore, ça m'étonnerait. Maintenant, les gens, ils sont beaucoup plus carrés. Mais c'est pas facile de jouer quand on a pris des substances. Bref, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais en tout cas, voilà, cette influence d'Hendrix, elle était absolue. Parce que le personnage, le son aussi, le son pour Little Wing par exemple, qui est aussi dans In the West, Little Wing, version, pour moi c'est la meilleure. Avec ce son clair, mais fat, gros son clair, chaud, il y avait tout dedans.
Et il y avait cette influence aussi dans sa musique. Il y avait le blues, bien sûr, le rock, psychédélique, mais il y avait aussi une influence, je trouvais, dans les rythmes. Quand on entend le premier morceau de Woodstock, le Woodstock Jam, il avait appelé, bon, et il y avait une influence africaine, je trouve, les rythmes, il y avait beaucoup de choses dans cette musique, des influences diverses, ce qui faisait aussi une musique si riche qu'elle est restée là, et encore aujourd'hui, elle est là. Donc, Jimi Hendrix, l'influence absolue, on peut le dire. Je ne suis pas le seul, bien sûr, il y a beaucoup de guitaristes, encore aujourd'hui, qui sont influencés par le maître Jimi Hendrix. Paix à son âme. Et n'oublie pas de t'abonner, il va y en avoir d'autres, bien sûr. Je te dis à très bientôt. Ciao.